auditrices. Alors, ce soir, nous avons une web radio assez spéciale puisque je crois que c'est la première fois qu'on va parler de ce sujet-là qui est très important à mes yeux, à tous les yeux de mes gens qui nous accompagnent ce soir sur le panel. Donc, on va parler de la professionnalisation du métier de gestionnaire. Alors, j'ai un grand plaisir ce soir de recevoir, comme à l'habitude, Maître Yves Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Ce soir, nous avons un invité de marque qui nous arrive de l'Europe, qui est M. Régis Lecor. Bonsoir, M. Lecor. Bonsoir à toutes et tous. J'ai aussi l'immense bonheur de recevoir deux de mes collègues, deux amis et deux membres, tout comme moi, de la QGC, l'Association des gestionnaires de copropriété du Québec, Madame Élise Beauchesne de Solutions Condo. Allô, Élise. Bonjour, Valérie. Et Monsieur Guillaume Bernier de Helix. Allô, Guillaume. Salut, Valérie. Donc, ce soir, nous avons la commandite de la soirée, comme à l'accoutumée, c'est le groupe ESPI, donc l'École supérieure des professions immobilières. Donc, merci pour cette commandite ce soir, c'est très apprécié. On veut aussi souligner le Cégep Saint-Laurent, qui est une des places très importantes qui, justement, voit la formation de futurs gestionnaires de copropriété, dont c'est piloté pour le cours d'introduction à la gestion de copropriété par Mme Hélène Jolicoeur, donc du Cégep Saint-Laurent. Donc, elle est attitrée à ce cours-là et elle enseigne aux futurs gestionnaires. Donc, ça nous permet de commencer la soirée dans un premier temps. Ce soir, on va parler vraiment de l'encadrement des gestionnaires. Quelle est la position? C'est important que je précise que ce soir, nous avons le président et la présidente. Donc, Maître Yves Jolicoeur, président du RGCQ, que tout le monde connaît, et Élise Beauchesne, qui est la présidente de notre association, la QGC. Donc, c'est vraiment une soirée. On a des objectifs communs de faire cheminer la profession de gestionnaire de copropriété, d'arriver avec de la main-d'œuvre qualifiée, un encadrement pour la protection des copropriétaires. Et je vais immédiatement démarrer la soirée en permettant à M. Régis Lecor de se présenter, de présenter le partenariat qu'il y a de venir au Québec et tout ça. Et après ça, je céderai la parole à Maître Jolicoeur pour débuter les séances. J'invite toujours, comme à chaque soir, tous les gens qui sont en écoute présentement, qui ont des questions. Je vais pouvoir les transmettre à nos invités ce soir. Ça va me faire plaisir. Donc, M. Lecor, bonsoir et merci de vous présenter à nos auditeurs. Bonsoir et merci pour l'honneur que vous nous faites de nous avoir conviés à cette émission. Évidemment, le plus succinct possible. En ce qui me concerne, j'ai la chance de travailler pour le groupe ESPI depuis quelques décennies maintenant et j'ai en charge le porte-développement des relations internationales et des relations extérieures, ce qui nous a amené petit à petit au niveau du groupe de l'École supérieure des professions immobilières à nous poser la question de savoir comment répondre exactement aux besoins exprimés par nos étudiants. On compte à peu près 3500 étudiants apprenants sur les bancs de l'ESPI sur 7 campus répartis sur le territoire français, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nantes. Nos étudiants ont un souhait d'internationalisation dans leur culture, dans leur pratique, dans leurs connaissances. On a la chance d'avoir des formations qui sont dispensées dans le domaine que nous abordons ce soir et c'est un honneur de pouvoir participer et contribuer, si possible, à la réflexion sur la professionnalisation et j'oserais dire aussi l'encadrement, tout simplement de l'exercice d'un certain nombre de métiers. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'au niveau français, nous avons un cadre légal et réglementaire qui est à la fois différent du vôtre et une observation intéressante dans la façon
nous avons eu justement à souhait de conduire cette professionnalisation nous-mêmes, et nos étudiants qui sont intéressés par la façon dont ça se passe sur le Québec, ont la mêle, et surtout de découvrir une pratique et une culture qu'on peut leur donner à connaître par l'intervention de professeurs, d'intervenants. Nous avons le souhait d'ouvrir un campus sur Montréal, non pas pour planter un drapeau, si je dois le dire de manière un peu vulgaire, mais pour pouvoir continuer à travailler avec vous et pour pouvoir travailler pour apporter des solutions parfois à des problématiques de main-d'œuvre tout court. Nos étudiants n'ont pas tous l'aspiration de faire une vie complète au Québec. Ils sont souvent en amour de votre beau pays. Ils ont l'envie de pouvoir apprendre aussi au travers de la façon dont les choses sont aujourd'hui pratiquées professionnellement. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est travailler comme on le fait depuis quelques années maintenant avec nos partenaires académiques. Je pense à l'UQAM et à l'ESG+, en particulier. Je pense aux organisations professionnelles comme le RGCQ avec lesquelles nous sommes en partenariat depuis quelques années maintenant. Nos étudiants sont en attente d'une meilleure connaissance de la pratique, sont en attente d'une vision comparée et sont en attente aussi de pouvoir apporter quelque chose lorsqu'ils en ont la compétence et lorsqu'ils en ont la capacité. Ça peut être une réponse ponctuelle, ça peut être une réponse plus pérenne. L'idée, c'est de pouvoir amener nos étudiants à pratiquer concrètement dans des situations pratiques, dans des situations opérationnelles, en ayant cette possibilité que d'investir justement la gestion de par leurs compétences, ce qu'ils ont appris en France et ce qu'ils doivent parfois aussi apprendre à oublier pour pouvoir mieux pratiquer encore ici. Voilà, c'est très important parce que quand nos étudiants formulent, et statistiquement on l'a mesuré, hein, il y a une très très forte appétence, comme on dit, une très forte attirance, mais on explique que venir justement au Québec, c'est être capable justement de travailler dans une configuration différente, avec des besoins d'emploi qui sont qualifiés de manière différente et avec la nécessité que de pouvoir travailler avec les professionnels et les enseignants qui forment déjà des cohortes d'étudiants ici, mais parfois peut-être pas en nombre suffisant, et peut-être avec justement une possibilité d'anticiper ce dont on bénéficie déjà de par élémentaire, c'est un cadre, c'est une forme de normalisation. Et je le dis parce qu'on l'a vécu il y a quelques décennies. Ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas des mots qui doivent faire peur. Ce sont des mots qui incitent à une adaptation en continu. Ce sont des mots qui invitent à bénéficier de blocs de formation, de modules de formation qui répondent à des enjeux d'actualité. Et donc, on en a fait effectivement plutôt un levier côté français. Ça a été aussi l'occasion de pouvoir se rapprocher de l'univers de la formation professionnelle et de la formation créditée initiale chez nous. Ce sont des passerelles qui sont riches, qui sont vivaces. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire un bout de chemin avec vous et pour pouvoir répondre aussi à des problématiques qui sont parfois naissantes chez vous, parfois bien installées. Et puis moi, ce que j'ai coutume de dire, là, c'est plus le prof qui parle. Je dis à mes étudiants, vous avez énormément à apprendre par l'observation. Il faut savoir justement venir proposer des compétences, mais s'adapter au marché. Ils sont en pleine évolution. On connaît les mêmes, je pense, mus, les mêmes transitions sur la digitalisation, sur les règles de déontologie, d'éthique, sur la responsabilité, sur la financiarisation, sur la façon dont les usages aussi eux-mêmes dans l'immobilier sont en train de se mettre en place. La réponse client, la réponse usager, c'est quelque chose qui nous semble être extrêmement importante à prendre en compte de part et d'autre. Je conclurai, Valérie, je vous promets, j'arrête là. Je conclurai par le fait que nous avons autant aussi à recevoir et on lance des appels à candidature pour avoir justement des intervenants, des enseignants qui viennent chez nous. Alors, ça peut être par un mode hybride, hein, par la visio, c'est ce qu'on est en train de faire là, mais aussi par une présence sur notre territoire pour venir pour donner des conférences thématiques. Pour donner un exemple, la plupart des jeudis après-midi, à partir de septembre prochain, vont être consacrés justement à la découverte des métiers de l'immobilier au Québec. Donc, ça va au-delà du métier de gestionnaire. Mais ça veut dire que si on l'a fait, ça veut dire qu'il y a une demande chez nous et que les entreprises, hein, parce que nous avons plus de 90% de notre population qui est une population alternante, nos étudiants qui sont sur nos bancs sont des professionnels encore en formation. Ils ont besoin d'en savoir plus, ils ont besoin de connaître, ils ont besoin de découvrir. Il y a donc des passerelles et des opportunités qu'on peut créer ensemble. Merci, Monsieur Lecor. Très intéressant de connaître plus sur le plan de formation au niveau français, tout ça.
Merci. Je sais que tantôt, vous allez devoir nous quitter un peu plus tôt, mais j'aurai l'occasion de vous reposer des questions tantôt ou vous pouvez intervenir lorsqu'on est déjà en discussion. Très enrichissant de comprendre un peu l'extérieur de notre province à nous, un peu plus loin. J'aimerais entendre Maître Yves Jolicoeur, s'il vous plaît, sur notre sujet de ce soir, qui vous tient beaucoup à cœur d'ailleurs, et je vous cède la parole comme première intervention. Ouais, la communauté québécoise est rendue à une étape d'une certaine maturité. On a un marché immobilier qui comporte des bâtiments qui ont une moyenne d'âge de plus de 30 ans, donc qui sont dans des cycles, évidemment, en termes de besoins d'intervenants dans le domaine de la construction, sciences du bâtiment, ingénieurs, architectes. Mais il nous manque cruellement au Québec un métier, celui des gestionnaires de copropriété au Québec. C'est sûr et certain. Et ce besoin aujourd'hui est criant, parce que les défis d'assurer le maintien d'actifs est colossal. On a des bâtiments qui ont été, dans le fond, délaissés pendant des années en termes d'entretien, en termes de capitalisation sur les fonds de prévoyance. On a également une population vieillissante, pas se le cacher, la moyenne d'âge, on le sait tous, fait en sorte que les volontaires sur les conseils d'administration sont moins nombreux. Les défis de l'administration, des administrateurs de côté sont de plus en plus importants. Le cadre législatif a changé, les règles aussi. Alors, les gens aujourd'hui, on le voit très bien au niveau du RGCQ, là, on est très sollicité sur des formations pour les administrateurs, mais il manque cruellement un joueur de taille et c'est des gestionnaires de copropriété. Puis on est conscient, parce que c'était dans le fond, la mission du RGCQ lorsqu'on l'a formé, regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, c'est de faire en sorte que gestionnaires et copropriétaires aient un but commun et non pas des buts en opposition, comme malheureusement on a déjà vu en France, où les syndics sont de côté, les copropriétaires sont de l'autre côté. On souhaite, dans le fond, fédérer les gens. Et d'ailleurs, moi, je suis très fier d'avoir Élise Beauchesne avec nous ce soir pour avoir des gestionnaires de cette association-là. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument amener l'État québécois à une réflexion plus poussée sur la gestion. Juste pour marquer quelques repères historiques, Mme Thériault, l'ancienne ministre des Affaires municipales, avait déposé le projet de loi 401 qui devait réformer le droit de la copropriété en fin de session parlementaire. Dans le projet de loi 401, il y avait une disposition législative qui prévoyait, peut-être de façon assez humble, le rôle du gestionnaire lorsque Mme Laforêt, la ministre qui a repris les travaux des légistes à Québec, a déposé le projet de loi 16, cet élément-là a été mis de côté. Et je veux juste quand même signaler que j'ai été membre du comité consultatif sur la réforme du droit de la copropriété. Puis dans notre rapport, qui devait servir d'assise à la réforme législative, on avait clairement identifié la nécessité d'encadrer, d'avoir une activité reconnue chez les gestionnaires de copropriété, et ça a été laissé pour compte. Mme Laforêt nous a dit, ben écoutez, c'est partie remise, c'est l'intention de la CAQ de faire. On est à quelques mois, alors peut-être quand vous écouterez cette émission-là dans 1 an ou 2 ans, j'espère qu'elle ne sera plus d'actualité. On est à la veille d'élections provinciales. Le besoin aujourd'hui est criant parce que les défis... On avait un petit problème, oui. Allez, continuez, M. Jolicoeur. Alors, avec une campagne électorale qui va avoir lieu, avec des partis politiques qui vont devoir présenter leur position au niveau du RGCQ. On va animer, comme on l'a fait, un débat. Laurent Émeric, notre directeur général, interpelle les parlementaires ou les partis politiques plutôt à faire part de leur position. Et justement, l'émission de ce soir, c'est peut-être le réveil matin. C'est pour ça qu'on va avoir tout à l'heure M. Bernier, Mme Beauchesne, qui vont venir dire des choses qui ne viendront pas de la bouche d'un avocat, parce que moi, j'ai bien beau, comme on dit souvent, les avocats, on connaît tout, mais rien ou presque. C'est des gens de terrain, c'est la chance qu'on ait 3 gestionnaires et Valérie, qui avait la gentillesse d'animer notre émission de radio là, depuis le décès de François Sellier. Vous êtes des gens de métier. C'est pour ça que je vais vous donner la parole pour vous écouter, pour vous entendre un peu comment vous voyez l'encadrement des gestionnaires, même si au niveau du RGCQ, on a notre réflexion sur le sujet. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, je ne peux pas, Guillaume, je te reviens après, mais je ne peux pas passer la parole sans la passer à Élise en premier. Élise, tu sais qu'on a travaillé fort avec notre association, on a fait des sondages avec nos membres et tout ça.
j'aimerais ça que tu emboîtes le pas pour venir faire la loupe sur ce que Maître Jolicoeur vient de parler. Exact. Donc, c'est sans surprise que moi, je crois beaucoup à la professionnalisation, mais comme pour toute chose, là, on a sondé, en fait, les membres pour voir un petit peu l'opinion de l'ensemble des gens sur la professionnalisation. Et les résultats étaient intéressants. Je ne vous endormirai pas avec des tonnes de statistiques, mais je vais juste vous en donner quelques-unes. Donc, sur les répondants, en fait, de ce sondage-là, il y avait une cinquantaine de répondants, dont plus de 46% étaient des chefs d'entreprise. Donc, plusieurs compagnies se sont exprimées sur la chose et il y avait plus de 82% des répondants qui étaient en faveur de la professionnalisation. Donc, une grande proportion des gens. Alors qu'il y a à l'heure actuelle, parmi ces répondants-là, seulement 32% qui font actuellement partie d'un ordre professionnel. Okay? Ouais. Donc, les gens adhèrent en fait aux différents principes, protection du public, avoir de l'assurance, responsabilité, erreur et omission. La promotion en fait de la profession était aussi un aspect que les gens souhaitaient dans le cadre d'une professionnalisation, de la formation de qualité, des groupes de discussion, un peu comme on fait à l'heure actuelle au niveau de la QGC, pour alimenter la réflexion et puis les meilleures pratiques qui peuvent être implantées au bénéfice, en fait, des clients, des gestionnaires de copropriété. Donc, par ailleurs, un des éléments qui est ressorti, c'est que les gens trouvent que parfois, il y a trop d'improvisation en copropriété. N'importe qui, il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc n'importe qui peut s'improviser. Et ça, il y a des gestionnaires qui nous ont rapporté que dans leur marché, dans les endroits où ils étaient, c'était un enjeu important pour eux parce qu'en fait, ça leur enlevait de la crédibilité à la profession qu'il y ait des gens qui fassent un peu ça n'importe comment. Donc, parmi le sondage, c'était l'une des questions, il y avait 79% des répondants qui étaient en faveur qu'il y ait un stage de 2 ans avant de pouvoir devenir dirigeant d'entreprise. Il y avait évidemment d'autres critères là, qui étaient importants comme l'assurance, responsabilité, etc., là, mais des choses qui sont des évidences. Mais l'élément qui différait, c'était vraiment le stage de 2 ans avant de pouvoir devenir dirigeant d'entreprise. C'est quelque chose d'important parce que ce qu'on veut éviter, c'est que ce soit l'aveugle qui mène l'aveugle, comme on dit. Oui. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ce métier-là. Malgré les études qu'on peut avoir, en fait, aussi spécialisées qu'elles puissent être, il y a un gros volet d'apprentissage sur le terrain. C'est un métier très large. En fait, M. Jolicoeur l'a dit, ça englobe de nombreux aspects. Comme gestionnaire, on est des vulgarisateurs, on est des généralistes d'un peu plusieurs choses. On ne sera jamais des spécialistes de chacun de ces domaines-là. Évidemment, on a des domaines un peu plus forts selon le background qu'on a, mais il reste que c'est important, en fait, de pouvoir avoir appris de quelqu'un qui l'a fait depuis longtemps. Si je prends la situation, ça fait une douzaine d'années que j'en fais, je continue à apprendre tous les jours. Les échanges qu'on a au niveau de la QGC entre les firmes de gestion, les gestionnaires, ça permet d'identifier des risques, trouver des solutions. Et c'est, je pense, qu'un ordre professionnel peut continuer aussi à alimenter comme type de réflexion. Donc, les ordres professionnels, c'est toujours en fait le fruit de l'implication de leurs membres, évidemment. Donc, je pense que ces discussions-là qui sont alimentées au sein d'une profession sont excessivement importantes. Merci, Élise. Effectivement. Puis, nous, on a remarqué à l'intérieur de notre association vraiment un resserrement de coude, un partenariat. Là-dessus, Guillaume, je te passerai la parole sur ça. En fait, est-ce que tu penses que le début de notre association amènerait plus une tendance de nos gestionnaires de copropriété à vouloir justement un encadrement parce qu'on travaille plus sur des projets ensemble, on fait plus avancer des choses ensemble? En fait, moi, je pense que présentement, le métier de gestionnaire de copropriété a parfois mauvaise presse. Les gens ont une mauvaise connaissance de ce que ça représente. Puis, on le sait, là, dans le marché, la prestation de service, elle est inégale. Fait qu'on disait qu'avec la professionnalisation, ça amènerait peut-être un certain minimum, un standard. Il y aurait une formation minimum. Donc, les gens, je dirais que ça serait un métier qui serait moins mal aimé. Ça stimulerait peut-être les gens à appliquer, à devenir professionnels. Et donc, on le vit tous, là, la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, c'est un défi dans l'industrie. Le but de ça, la professionnalisation, c'est pas d'éliminer des joueurs, c'est au contraire de mettre un niveau minimum et d'amener plus de joueurs, d'amener plus de gestionnaires, d'amener plus de gens à contribuer à le domaine qui est quand même qui est stimulant. Il faut avoir une prestation de service minimum, c'est ce que je pense.
Merci. C'est un très bon point. Le but, puis c'est important de le dire, c'est que Maître Jolicoeur l'a dit, qu'on a besoin de gestionnaires. On n'en a pas trop, on en a besoin. On veut de la main-d'œuvre de qualité. C'est le but d'encadrer justement, mais c'est toujours de ramener une base de départ avec les gens qu'on a, d'essayer de garder tout le monde, mais comme tu l'as dit, Guillaume, c'est bien dit, de ramener tout le monde avec un service de base. On en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Là-dessus, ma question, Maître Jolicoeur, vous voyez ça comment, les étapes de toute cette structure-là qui devra être organisée? Parce que vous l'avez fait un petit peu l'exercice, mais on parle au moins depuis 2012 des projets de loi qui étaient où est-ce qu'on voulait renforcer justement les métiers de gestionnaire. On peut regarder juste nos voisins d'à côté en Ontario, ils ont déjà emboîté le pas, ça fait déjà plusieurs années. Comment on voit, on n'a pas de boule de cristal, mais comment vous voyez ça? Bien, dans un premier temps, il faut comprendre que l'encadrement des gestionnaires, qu'on appelle en France les syndics, voire même en Belgique, d'ailleurs, un des modèles au niveau du regroupement qu'on regarde attentivement, c'est le modèle de la Belgique avec l'Institut professionnel de l'immobilier, où dans cet institut-là, il y a deux sous le même chapeau, il y a les agents immobiliers et les syndics de copropriété. On regarde attentivement ces modèles-là pour une raison très simple, c'est que pour nous, au niveau du RGCQ, la question de la déontologie professionnelle s'avère dans le fond, la pierre angulaire de tout ce qu'on va construire. Il ne faut pas se le cacher, ça nous est rapporté bien souvent. Le métier de gestionnaire n'est pas un métier qui dégage des grandes marges pour les entreprises pour consolider et offrir des services qui vont comprendre beaucoup de technologies. Il faut éventuellement qu'on puisse peut-être entrevoir une mixité dans l'offre de services. L'Alberta le fait, d'ailleurs, le régulateur albertain permet d'avoir les agents immobiliers, les courtiers immobiliers avec les gestionnaires. Sauf que c'est extrêmement délicat lorsqu'on met deux métiers sous l'égide d'un régulateur ou d'un ordre professionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver une fine déontologie professionnelle, parce que je pense que ce qui nous unit au point de vue de nos deux associations, c'est la protection du public. On ne veut pas, surtout pas, des scandales comme la France a connu il y a de nombreuses années où il y avait eu des ristournes sur le carburant vendu aux copropriétés. On ne veut pas non plus, comme malheureusement j'ai vu depuis plusieurs années, parce que je suis quand même impliqué sur les territoires français, des associations de consommateurs d'un bar, puis des associations de syndics de l'autre bar qui se tirent des roches presque quotidiennement. On veut, dans le fond, un objectif commun, c'est qu'on ait un respect à l'égard des femmes et des hommes qui font l'activité de gestion. Qu'on se dise, ces hommes et ces femmes, ben, c'est réellement un beau métier. Il faut absolument que des gens de 20 ans disent à M. Bernier ou à Mme Beauchesne, j'aimerais donc ça aller travailler dans votre entreprise. J'en ai entendu parler, puis ça a l'air que c'est bien agréable. On apprend beaucoup de choses. Ben, il faut bâtir une fierté à l'égard de cette activité-là parce que c'est un dur métier. L'activité de gestionnaire, là, puis moi, je peux vous en parler avec détachement, je n'en fais pas mon métier. Mais ça fait des décennies que je les vois travailler sur le terrain. C'est des assemblées le soir, c'est des zones de critique de la part des administrateurs, c'est des gens qui sont mal aimés, c'est des conseils d'administration qui ont des attentes qui sont disproportionnées en fonction de ce qu'ils sont capables de livrer. C'est une barre inhumaine. Et on dit souvent, ben, ces gens-là sont bien trop payés. Pas de bon sens, sont bien trop payés. Alors, mais ils font face à une réalité économique, c'est d'avoir des entreprises qui développent des marges parce que nous autres, on a pour principe de dire, c'est comme la magistrature, c'est comme nos services de police. Si on veut avoir de l'intégrité terrain, il faut que les gens gagnent bien leur vie. Il faut éviter qu'on soit dans une zone de ristourne, des contrats. On va donner un contrat à l'entrepreneur. Bon, c'est bien, on se dit, tout le monde, ils ont reçu une ristourne sur ce contrat-là. Il faut éviter d'avoir un questionnement. Aujourd'hui, malheureusement, le doute existe. On ne sait pas si tel ou tel gestionnaire, on peut avoir des gestionnaires d'une grande intégrité. On ne sait pas si le gestionnaire B, qui paraît bien, qui a une belle présentation, des belles présentations PowerPoint pour leur service, bien, écoute, il est-tu intègre? Il reçoit-tu, dans le fond, on ne sait pas. Et ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas développer
une activité de gestionnaire dans le doute en termes d'intégrité. Malheureusement, il ne faut pas se le cacher, le gouvernement, puis j'étais impliqué dans des organismes publics comme la Régie du bâtiment, on fait toujours des études d'impact économique lorsqu'on pose un geste législatif. Puis souvent, on se dit, si on encadre des gestionnaires, ça va coûter plus cher. Puis là, aujourd'hui, en 2022, les gens se disent, on vit de l'inflation, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un gestionnaire qui va nous coûter quelque chose? Notre position, c'est de dire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas avoir des gens de qualité. Au contraire, en ayant des gestionnaires de qualité, ils vont avoir, dans le fond, des prestations de services qui vont être négociées par les gestionnaires au juste montant. Ils vont faire des travaux qui sont conséquents et nécessaires. Et au contraire, nous, on pense qu'il y a une économie qui va se bâtir de ce côté-là. Là, j'ai M. Lecœur qui nous a levé la main, puis je sais qu'il est sur son départ. Je pense que Mme Coussier, il faudra peut-être lui donner la chance de s'exprimer. Élise, tu permets que je donne à M. Lecœur, puis tu gardes ta question? Allez-y, M. Lecœur. Je vous remercie beaucoup, et Yves, effectivement, je t'aurais écouté encore des minutes et des heures, comme d'habitude. Simplement pour ajouter dans le sens de ce que vous avez dit les uns les unes les autres, quand je prends en fin de compte comme repère, alors un peu égocentré, ce qui se passe au niveau du groupe ESPI, sur notre premier cycle bachelor, on forme des gestionnaires, on se forme au métier du syndic, de la transaction, parce qu'on a les cartes professionnelles, bien évidemment. Et pour ajouter à ce que vous venez de dire là, on se rend compte que finalement, effectivement, l'exercice du métier de gestionnaire est parfois empreint d'une certaine façon d'une forme de mal aimé ou de mal connu ou de mal perçu. On est en train d'y remédier en travaillant avec les entreprises justement parce que, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Élise tout à l'heure, on a besoin d'avoir une connaissance pratique, d'une connaissance opérationnelle au quotidien. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce métier exactement? Comment est-ce que finalement on doit faire face à un quotidien qui est parfois indélicat, difficile, mais pour autant, comment est-ce qu'on arrive à retraduire tout ça en forme d'attractivité métier pour l'exercice justement d'une profession qui gagne à être reconnue, et pas par posture, mais par témoignage. Et donc, ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant, c'est qu'on travaille avec l'ensemble des entreprises pour apporter à nos étudiants en première et en deuxième année, qui jusqu'à la troisième année peuvent faire le choix du métier, peuvent aller justement vers le syndic, mais pour pouvoir y aller, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils comprennent, et il faut qu'il y ait une meilleure visibilité et qu'il y ait une meilleure notoriété à l'exercice du métier. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'improviser, qui ne peut pas s'imposer, qui ne peut pas se décréter, ça se témoigne. Depuis qu'on a fait intervenir les entreprises qui sont capables de dire justement ce que cela représente, quel est l'impact réel, en quoi ça répond aux besoins des usagers, on a vu un certain nombre d'étudiants aller volontairement vers l'exercice de ce métier-là, nonobstant les questions qui peuvent se poser aussi sur un plan salarial, parce que ce ne sont pas des tabous, ce sont des choses qu'il faut dire. Et on a vu effectivement des entreprises se fédérer pour pouvoir venir, au travers de nos job dating, au travers d'un certain nombre d'exercices qu'on a en interne dans l'école, expliquer de manière très pratique pourquoi ce métier est important, en quoi il a ses lettres de noblesse et pourquoi est-ce qu'il est aussi moderne dans ses capacités d'évolution. Voilà. Je voulais juste apporter ce témoignage-là parce que c'est la preuve par la pratique, c'est le fait que nous, effectivement, ce sont des professions réglementées, il y a le bénéfice des cartes et à un moment donné, chacun peut faire le choix d'une carrière et des métiers de gestion vont réattirer à force de dire et à force de témoigner. Voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps sur cette parole-là, mais ça me semblait effectivement aller dans le sens de ce que vous avez dit. En tout cas, nous, on y travaille. Et si on peut apporter notre contribution pour vous y accompagner, ce sera bien volontiers parce qu'on est des convaincus de la professionnalisation nécessaire. Merci beaucoup. C'est un très beau passage, effectivement. Puis, on vous remercie de le partager. Élise, tu avais levé ta petite main, toi aussi. Oui, en fait, je voulais amener quelques idées. En fait, là, la première, en fait, c'est que il y a deux façons, en fait, de protéger le public. Il y a, évidemment, par l'ajout de lois, puis par l'ajout de compétences. Donc, ce qu'on vit ce soir, les lois vont régler certains enjeux, la compétence va en régler d'autres. Et en fait, la compétence, on peut en avoir quelques-uns compétents, comme on peut en avoir beaucoup de compétents. L'objectif de la professionnalisation, c'est d'intéresser d'autres gens à devenir, en fait, compétents dans le domaine qu'on vise. Et je pense que c'est quand même très important de regarder c'est quoi les fonctions en fait du gestionnaire
Et quand on va vouloir professionnaliser, de regarder qui a déjà un certain bagage, en fait, pour être capable de continuer à alimenter cette réflexion-là, pour aller plus loin en termes de compétences pour les gestionnaires. Le métier qu'on fait, ça prend un volet ressources humaines, un volet technique, ça prend du leadership, ça prend la gestion de la psychologie, ça prend... Donc, c'est un métier excessivement complet. Et bon, à l'heure actuelle, il y a des gestionnaires qui font déjà partie d'autres professionnels, etc. Donc, il faudra regarder un petit peu là, vers où se sont dirigés les gens, en fait, qui étaient déjà professionnalisés dans le 32 en fait, qui l'est déjà, avant de choisir, en fait, et d'imposer, en fait, un cadre là, aux gestionnaires. Ceci dit, dans le sondage qu'on avait fait, il y avait 54 en fait des gestionnaires qui avaient répondu là, qui préféraient avoir un seul ordre professionnel, en fait, et idéalement un ordre dédié pour être capable d'alimenter cette réflexion-là. Évidemment, peut-être que ce ne sera pas possible d'avoir un ordre dédié spécifiquement dans la mesure où il y a quand même une complexité à créer une nouvelle structure. Là. Il va peut-être falloir se contenter de quelque chose qui est déjà existant avec le concept de syndic, etc., là, parce que je doute que l'Office des professions en veulent une autre, mais peut-être, ne sait-on jamais. Mais ceci dit, je pense que c'est important de regarder vraiment les compétences. Ça va un peu en lien avec ce que M. Lecor mentionne. En fait, la formation est excessivement importante, mais pour avoir de la formation pointue, ça prend une masse critique, en fait, qui fait le même métier, qui est capable de faire évoluer les idées. Parce qu'effectivement, la professionnalisation vient avec des obligations supplémentaires. Ça peut venir, effectivement, avec des coûts supplémentaires. On pensera à l'Ontario qui l'a fait. En Ontario, les honoraires par porte, on est plus autour de 50-60 $ la porte parce qu'ils ont ces obligations-là et les professionnels, en fait, également veulent être mieux payés pour faire ce métier-là parce qu'ils ont la reconnaissance. À la fin de la journée, ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher au syndicat de copropriété. Je veux bien le préciser parce qu'un professionnel plus compétent va être capable de faire prendre de meilleures décisions, donner des meilleurs conseils, puis globalement, sur l'ensemble du budget, ça va probablement coûter moins cher. Souvent, les gens voient l'enveloppe frais de gestion pris isolément dans un budget, alors que le gestionnaire a une incidence sur le budget complet, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris ou mal vu, mais ce n'est pas parce que c'est un peu plus cher en gestion que c'est nécessairement plus cher globalement. Donc c'est des points que je voulais soulever, mais je pense que le volet de la formation et alimenter les discussions entre les professionnels va être indispensable si on veut professionnaliser. Moi, je l'ai vu au travers d'autres ordres professionnels. Là, je suis également CPA, puis il y en a beaucoup de ces échanges-là, en fait, au niveau de la profession pour la faire évoluer parce que toute profession va vivre des défis, en fait, parce que les industries évoluent. En fait, on pensera au projet de loi 16 qui a amené des nouveaux enjeux qu'on va devoir adresser. Là, tous les règlements ne sont pas encore sortis, donc tout n'est pas en vigueur encore. Mais c'est des discussions qu'on a au niveau de la QGC, justement, pour savoir mais comment on applique ça efficacement, parce que si on est capable de travailler efficacement, ben, ça va coûter moins cher un peu aussi. Donc, il faut réfléchir, en fait, à comment on va gagner en efficacité comme gestionnaire, mais tout en voulant bien faire les choses. Tout à fait. Guillaume, tu avais levé ta main, je te reviens, mais je ne veux juste pas oublier, Élise, tu as pointé un point important, c'est que oui, un ordre dédié pour les gestionnaires, mais on n'est pas beaucoup. Hein? Fait que ça aussi, c'est un autre point qui est important. Donc, l'idée de faire cavalier seul est un peu plus complexe, un peu plus difficile. On n'a pas dit que c'est une meilleure option non plus. Je veux juste faire aussi une remarque importante sur souvent le syndicat, quand on parle de syndicats qui n'est pas des syndicats d'ampleur, parce qu'habituellement, eux autres, nécessairement, sont vraiment convaincus parce que c'est des gros syndicats à gérer, tout ça, qui ont besoin de gestionnaires. Mais parfois, des syndicats moins grands, de 75, 100, voire 50, se questionnent en se disant « Ah, je vais prendre un gestionnaire, mais c'est une dépense. » Mais souvent, comme tu l'as dit, on le voit isolé, puis on dit « Ça coûte ça. » Et au bout du compte, on arrive, comme vous le savez, Guillaume, Élise, puis Maître Jolicoeur et M. Lecor, on va arriver avec un bagage de connaissances de fournisseurs qui travaillent bien. On va arriver avec un bagage de fournisseurs qui nous conseillent bien. On peut tous prendre le téléphone, appeler Maître Jolicoeur demain. J'ai une question vite faite, tout ça. Tu sais, tandis qu'un syndicat tout seul n'a pas ça. Fait qu'il faut voir aussi le métier de gestionnaire, que moi j'appelle souvent une pieuvre, parce qu'il y a plusieurs composantes, comme tu l'as dit, qu'on doit maîtriser. Mais
Ceci étant, au bout du compte, quand notre rôle de gestionnaire est bien fait, on est capable d'aider beaucoup plus un syndicat que parfois les gens en ont la pensée de ça. Guillaume, j'ai trop parlé, je te laisse la parole. Vas-y, tu avais levé ta petite main tantôt. Merci. En fait, je voulais rebondir sur ce que Maître Jonquière a dit plus tôt. C'est vrai que le métier de gestionnaire, c'est parfois, en fait, c'est souvent un métier ingrat. C'est difficile, puis je le dis à mes employés, là, 99% des appels, c'est pour des choses négatives. Les personnes ne nous appellent jamais pour nous dire « Hey, je suis content, je suis de bonne humeur, on est occupé, on n'a peut-être pas le temps de prendre ces appels-là », mais c'est un métier qui est difficile, mais qui est aussi méconnu du public. Puis je pense qu'avec la professionnalisation, ça va apporter possiblement plus de connaissances dans le grand public, pas juste au niveau de nous, les gestionnaires, mais aussi au niveau des employés potentiels éventuellement, mais aussi au niveau du grand public, des administrateurs, pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi le métier de gestionnaire, qu'est-ce qu'on apporte. Le deuxième point que je voulais faire, pour revenir à ce que tous les deux vous avez dit, là, Valérie et Maître Jonquière, on gère, chez Lix, on gère au-dessus d'1 milliard d'actifs. On gère des immeubles qui valent plusieurs dizaines de millions de dollars, parfois plus de 100 millions de dollars pour un seul immeuble. C'est des gros actifs. Fait que les gens doivent comprendre qu'il n'y a personne qui a un portefeuille. Là, moi, j'ai 50 millions en compte de banque, puis je donne ça à pas un professionnel. Tu donnes ça à des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont bien entourés, qui sont formés, qui ont les compétences de base. C'est du gros cash. C'est vraiment de l'argent important. On le voit, le marché immobilier s'enflamme, monte. C'est votre investissement. On ne laisse pas ça aller à la dérive. On gère ça avec des gens qui savent ce qu'ils font. Merci, Guillaume. Tu as tout à fait raison. Puis, bon point que tu amènes, effectivement. Je tiens juste à remercier Régis Lecor qui doit nous quitter à l'instant. Merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de vous rejaser à n'importe quel temps à Montréal, dans votre coin de pays. Donc, merci de votre présence à notre émission. C'était très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Vous savez que j'ai des questions qui m'arrivent dans le chat et j'aimerais poser la question d'un auditeur. C'est un commentaire, mais j'aimerais qu'on l'écoute. Il y a souvent des administrateurs de syndicats qui sont plus compétents que des gestionnaires de copropriété. Alors, ça, c'est vrai que des fois, on est confronté à... puis je vous invite à lever la main ceux qui veulent répondre ou me le dire, mais c'est vrai que comme gestionnaire, on est confronté souvent à une clientèle tellement diversifiée qu'on a des fois des extrêmes, des conseils d'administration qui gouvernent d'une façon exemplaire, qui sont axés sur la gouvernance et pas sur la micro-gestion, tandis que d'autres fois, on peut être confronté 1 an plus tard à un nouveau conseil puis je suis sûre qu'on l'a tous vécu, là, qui vient renverser la machine, toute chamboulée. Ça fait partie, selon moi, d'une des choses qui est assez difficile pour le métier de gestionnaire. Moi, sur la compétence du gestionnaire actuellement, là, pour avoir côtoyé des gestionnaires là, dans les 2 dernières années, puis avoir rencontré d'autres gens qui ultimement sont des concurrents de notre entreprise, mais il reste que c'est des confrères d'armes, en fait, parce qu'on fait le même métier. Oui. Moi, ce que j'observe, en fait, c'est que tous les gestionnaires veulent bien faire les choses. L'enjeu, c'est que les honoraires, en fait, qui sont pratiqués dans l'industrie, souvent, ne sont pas assez élevés pour avoir le temps de bien faire les choses, dans le sens où on est excessivement compressé en termes de temps. Il y a des administrateurs qui font excessivement bien les choses, mais ils font avec une quantité de temps qui est excessivement grande. Donc, ils y mettent, des fois, ils ont le temps parce que ce sont des retraités ou ils veulent faire ça. Mais, tu sais, des fois, ils ont en France, en fait, des gens qui disent « vis ma vie de gestionnaire ». Donc, d'essayer des fois de faire la même chose que nous dans le même temps que nous avons pour le faire, ce serait un beau défi, en fait, et qui permettrait des fois peut-être aux gens de réaliser que ce n'est pas nécessairement que le gestionnaire est incompétent, c'est que des fois, les frais de gestion qui sont pratiqués ne sont pas assez élevés. Ceci dit, les firmes de gestion doivent également mieux estimer, je pense, le temps que ça prend à faire les choses pour offrir, en fait, la vérité aux gens. Quand on va en appel d'offres, il ne faut pas promettre des choses qu'on n'est pas en mesure de réaliser. Et ça, c'est un des bénéfices de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vendre du rêve, en fait. On doit proposer quelque chose qu'on va devoir réaliser. Et si tout le monde joue par les mêmes paramètres, en fait, c'est-à-dire que ce qu'on propose, on doit le livrer,
bien, à la fin de la journée, ça va donner une meilleure réputation à ce métier-là et ça va donner aussi peut-être davantage de ressources en termes de temps pour les gestionnaires de bien faire les choses également. Okay? Donc, je pense que ça, c'est peut-être un mythe, là, mais oui, il y a des administrateurs excessivement compétents et c'est un plaisir pour nous comme gestionnaires de travailler avec eux parce qu'ils sont investis, ils se renseignent par les différents outils qui sont à leur disposition. Donc, pour nous, c'est plus facile et plus agréable. Mais ça doit rester, je tiens à le préciser, un travail d'équipe, même quand il y a un gestionnaire. Ça ne doit pas être une confrontation à qui est le meilleur. Ça doit être un travail d'équipe. Quand il y a des administrateurs qui veulent s'impliquer, souvent, il faut choisir qui fait quoi. Donc, l'administrateur va peut-être pouvoir s'impliquer plus sur des choses qui sont des prestations particulières dans le contrat de gestion pour éviter des frais additionnels du gestionnaire parce que tout n'est pas inclus dans un contrat de gestion. Ça inclut les choses de base pour opérer l'immeuble, mais les choses qui sont imprévisibles pour nous en termes de gestionnaire, elles ne sont jamais incluses dans le contrat de gestion. Sinon, à un moment donné, c'est sûr qu'on va déborder. Donc, d'impliquer les énergies aux bons endroits pour travailler en équipe et non pas en confrontation, c'est indispensable. Tout à fait. Maître Jolicoeur, là-dessus, j'aimerais ça vous entendre sur justement, vous avez beaucoup de vos clients qui sont des syndicats de copropriété, vous avez beaucoup de vos clients qui sont des gestionnaires de copropriété. Le commentaire qu'on a eu, effectivement, Élise a raison, c'est toujours une symbiose entre un travail d'équipe, des gens avec différentes compétences de toutes sortes de milieux. Puis, c'est avec ça qu'on peut amener à terme une bonne gestion d'un immeuble au bout du compte. Parce que juste un gestionnaire tout seul ne peut pas faire toutes les choses. Conseil d'administration, à un moment donné, il a beau avoir plusieurs connaissances, il n'a pas accès à un bassin de fournisseurs comme nous, on l'a ou ces choses-là. Comment vous voyez ça dans votre pratique au quotidien, dans le sens où ce qu'on veut amener, justement, c'est de permettre aux gestionnaires, comme Élise l'a dit, de plus se pencher sur ces dossiers par un certain coût que ça amène et ces choses-là? Dans un premier temps, il faut essayer de comprendre c'est quoi la prestation de service qui est offerte par le gestionnaire, parce qu'on peut bien dire, bien, écoutez, on a toutes des bonnes intentions, mais c'est comme une équipe de hockey. Il y en a qui est le gardien de but, l'autre est l'avant. C'est pas le gardien de but qui va démarquer des buts dans le filet de l'adversaire. Donc, on a, il y a quelques années, travaillé, puis je ne dis pas que c'est parfait, mais un contrat entre les syndicats et les gestionnaires, justement pour essayer, dans le fond, de bien cibler l'attente contractuelle entre le gestionnaire et le syndicat. Ça, je peux dire, c'est la première chose à faire parce qu'on a quand même des gestionnaires qui ont des prestations de services que j'appellerais plus allégées, tenir la comptabilité, et d'autres, par contre, qui se mettent à fond. Alors, c'est donc important, dès le début du contrat, de bien établir qui fait quoi. Alors, il n'y a rien de plus insultant pour un gestionnaire d'avoir des administrateurs qui commencent à appeler les fournisseurs des services en disant, écoutons, le gestionnaire, vous êtes-tu réellement demandé ça? Vous enlevez toute la crédibilité que le gestionnaire peut avoir dans la prestation de service, ça n'a aucun sens. Alors, un, il faut bien définir le contrat. Deux, avoir une capacité de dire, bien, je n'interviendrai pas dans la relation entre le gestionnaire. Soit que je lui fais confiance, soit que je ne fais pas confiance. Si je commence à aller mettre le nez partout, bien, vous n'avez pas besoin de gestionnaire, faites-le à votre gestion parce que vous ne pouvez pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc, dans un premier temps, c'est de définir des prestations de service. C'est sûr que ça, si on parle au point de vue légal, ça prend un standard de pratique. Le standard de pratique, il va éventuellement se définir par un encadrement professionnel, par une déontologie professionnelle. Lorsqu'on parle évidemment du porteur, ça, je pense que c'est important avant qu'on se laisse dire c'est quel genre de porteur. Mme Beauchamp a bien raison de dire que l'Office des professions du Québec ne créera pas un autre ordre professionnel pour les gestionnaires. Leurs nombres ne sont pas assez importants pour dire qu'il y a une raison d'être avec un autre ordre professionnel. Il faut comprendre que ça prend un bureau de syndic, ça prend une inspection professionnelle. Ça coûte très, très cher de tenir des structures. Donc, ça va nous prendre, dans le fond, sans l'identifier ce soir, un organisme qui va être capable de supporter en démarrage de cet encadrement professionnel ce que j'appellerais peut-être une activité qui n'aura pas de rentabilité. Parce qu'effectivement, on va devoir démarrer à quelque part sur quelqu'un qui va tenir la pôle, qui ne le fera pas dans une optique de faire des marges de profit. Donc, même si les organismes, les régulateurs ou les autres procès ne sont pas là pour ça. Mais au-delà de ça, une fois que les choses vont être bien définies, on va bien définir l'acte de gestion. On va également pouvoir créer un cursus de formation, c'est important, ça. Il y a des gens qui sont ici ce soir qui ne seront pas là dans 25 ans,
mais il va falloir commencer à le définir. Actuellement, les gestionnaires ont à peine le temps de donner leurs prestations. C'est déjà beau qu'on en ait 3 ce soir avec nous, on en est privilégiés, mais dans la journée, ça sonne le téléphone. Puis ça, c'est bien beau qu'on n'a pas un dégât d'eau le 24 décembre au soir, puis qu'on est dans le souper de famille. Il faut arriver à bien définir l'activité de gestion. Il faut arriver avec une déontologie, il faut arriver avec une formation. Il faut également leur laisser la chance d'être formés. Il faut qu'ils gagnent correctement leur vie pour qu'ils puissent mettre des ressources dans leur personnel sur de la gestion. Actuellement, excusez-moi l'expression, mais c'est n'importe quoi là, dans le milieu des gestionnaires. On a des gens d'une grande qualité, puis on a eu des gens par le passé qui sont partis avec les fonds de la copropriété. Je ne dis pas que ça arrive souvent, mais 2, c'est 2 de trop. Parce qu'à ce moment-là, ça crée le doute chez la population. Alors, donc, c'est urgent. Il faut comprendre que ça doit être l'objet de la prochaine campagne électorale. Il faut absolument qu'on ait un parti politique qui tienne la flamme. Il faut également que les gestionnaires, je suis content qu'on en ait ce soir, on en a au niveau du RGSQ, il y en a au niveau des 2 associations qui se disent hey, on a un projet commun, c'est des porteurs. On va demander effectivement à l'État. Il faut que les administrateurs qui nous écoutent ce soir le voient dans une optique constructive. On a souvent des rendus de gestionnaires, même des gros, ils ne retournent pas nos appels. On les a appelés. On a des travaux, ils ne sont pas faits. Ils ne comprennent pas des fois que, malheureusement, la prestation de service n'est pas dans l'instantané. Ils ne comprennent pas des fois que le gestionnaire, il est bien beau de chercher un plâtrier, mais il n'y en a pas de plâtrier. Il n'y en a pas, c'est ça. Bon, alors donc, puis il faut aussi que les administrateurs aient également un certain suivi, que ce soit la prestation d'avocat. Il n'y a rien de pire que de confier un dossier à un avocat. J'en ai trop vu, moi, dans ma carrière, d'avocats qui ne retournent pas les appels. Ben, ça existe chez les avocats aussi. Ben, le gestionnaire, c'est la même chose. J'engage un gestionnaire, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je ne sais plus si notre assemblée va avoir lieu. Ben, ça ne se peut pas. Il faut sortir de cette dynamique-là. Donc, il y a un travail de fond. Et également, l'autre souhait que je vais exprimer, c'est qu'il faut absolument que les gestionnaires se mettent à la plume. On a été, nous, les avocats et notaires, certainement les instigateurs de la doctrine, de l'écriture, de la réflexion, mais nous, on n'écrira pas un traité de gestion, là. On n'ira pas écrire un traité de ce que c'est, comment une entreprise de gestion va devoir opérer. Donc, il va falloir laisser du temps à des gens qui s'investissent. Je pense que Mme Beauchesne, elle a la capacité, la plume, on la voit souvent écrire sur les médias sociaux. Bien, il faut que des entreprises, je pense à une ce soir qui n'est malheureusement pas avec nous, ne se cachent pas, puis que dans le fond, s'investissent sur le marché en disant, au-delà des vœux pieux, bien, on veut de la professionnalisation, mais on va se donner les moyens. Il y a une absence ce soir. Alors, donc, il faut absolument que tous, sans exception, les grands joueurs du marché démontrent leur capacité, leur résilience de porter le dossier. Merci, Maître Jolicoeur. Guillaume, tu avais levé ta petite main. Oui. Bien, en fait, ce que je retiens de la discussion là, ce soir, la formation, c'est important. Je sais que les élèves nous écoutent ce soir, tant mieux, parce que la pénurie de meilleurs est là. Nous, on est en recrutement, les gens cherchent des gens. Mais l'autre chose qui est aussi importante, là, puis Maître Jolicoeur, il a touché tantôt, là, un code de déontologie. Moi, je pense que peut-être, avec la professionnalisation, ça va venir avec un code de déontologie. Et constamment, quand je fais appeler, solliciter pour des nouveaux mandats, je le dis aux gens, je dis, nous, en tout cas, chez Lix, on n'a pas de ristourne, on n'a pas de parti pris. Moi, les fournisseurs, pas plus tard que cette semaine, il y a quelqu'un qui a levé la main, puis il était sous l'impression que j'avais un parti pris, puis que je présentais de quoi, puis moi, je lui ai dit non, je pousse quelque chose parce que dans mon autre vie, je suis ingénieur en informatique, puis je te dis que ça, c'est une bonne chose pour toi, pas parce que la firme qui est là va me donner de l'argent, puis en fait, nous, c'est inscrit dans le code de théologie, nos employés ne peuvent pas jamais recevoir quelque ressource que ce soit, nous non plus, et donc, je pense que ça va être un avantage pour la protection du public, puis aussi pour enlever la méfiance. On le voit, là, moi je le vois, il y a beaucoup de méfiance, puis souvent elle est infondée. Mais les gens, tu sais, quand c'est écrit noir sur blanc, moi je le dis dans mes pitchs de vente, mais je le dis à mon conseil, le conseil est remplacé l'année d'après. Ils n'ont pas entendu ce que je leur ai raconté. On parlait du contrat tantôt, moi je leur explique le contrat quand je leur vends. Un an plus tard, 2 ans plus tard, la nouvelle personne, elle n'a pas lu mon contrat, puis elle ne sait pas, puis là, c'est à rééduquer, à redonner l'information une fois de nouveau.
Tout à fait, bon point. Puis tu as raison, puis je crois que, en tout cas, je suis comme toi, puis je suis sûre qu'Élie, c'est pareil. On garde une distance, on a des bons fournisseurs, on crée des liens de confiance, mais les ristournes, on n'en a rien à cirer dans notre métier parce qu'on peut se permettre de dire aux fournisseurs, écoute bien, non, notre client n'est pas content, il va falloir que tu reviennes faire tes devoirs, etc. Merci, Guillaume. Élise, ta petite main levée. Oui, ben, j'ai 3 idées sur lesquelles je voudrais faire du pouce. Donc, je vais commencer par celle de Guillaume. En fait, moi, je suis du même avis que Guillaume. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y en a qui prennent des ristournes dans l'industrie, malheureusement. Ça fait mauvaise presse. Et les firmes qui n'en prennent pas, ben, à la fin de la journée, ça rend les gens méfiants envers tout le monde, en fait. Je prends le cas de l'Ontario parce que je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. J'ai assisté à un colloque de l'ACMO l'année passée. Puis eux, comme ils sont des professionnels, en fait, les gestionnaires là-bas, ils donnent de la formation sur des cas pratiques de c'est quoi préserver ton éthique, c'est quoi préserver ton indépendance. Parce que ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des fournisseurs, des fois, ils t'appellent, ils disent « Ah, je vais te donner ci, je vais te donner ça ». Ils ne savent même pas, le fournisseur, que ce qu'il propose, c'est une ristourne, tu sais, un frais marketing. Mais non, à un moment donné, la rémunération que tu peux recevoir d'un tiers, si tu ne l'as pas divulgué à ton client, là, ben, c'est une ristourne. Donc, ces concepts théoriques-là, en fait, ben, il faut que ce soit mieux compris, enseigné, que ça fasse partie de l'ADN du gestionnaire. Parce que les fournisseurs, il y en a qui vivent par ça pour avoir des contrats. Donc, c'est important. Là, ça reste une industrie de la construction. Donc, ça, je suis d'accord avec Guillaume 100 000 à l'heure parce que moi, j'aime pas ça quand des gens supposent ça parce que ça m'insulte. Ça m'insulte vraiment parce qu'on travaille excessivement fort justement parce qu'on va pas dans cette voie-là. C'est ça, exactement. Sur ce qu'a dit Maître Jolicoeur, on a parlé un peu des fonds de prévoyance, de fraude qui ont eu lieu par le passé. Les fonds de prévoyance, avec le projet de loi 16, ils vont monter de manière dramatique. Ils vont monter d'à peu près 9 fois les contributions que les gens pouvaient mettre par le passé. C'est énorme. Ça, là, c'est alléchant pour un fraudeur à un moment donné. Puis les copropriétés, ce sont de petites entités et lorsqu'il y a des petites entités, la collusion est plus facile un petit peu. Puis la collusion, en fait, permet de contrôler d'éventuels contrôles internes qu'on a pu vouloir mettre en place. On a eu l'autre fois à la QGC une formation justement sur la fraude, le contrôle interne, etc. pour faire réfléchir un petit peu les gestionnaires de copropriété là, sensibiliser, à cet égard-là, parce qu'il y en a de plus en plus de la fraude. Il peut en avoir du côté du fournisseur, mais il peut en avoir de l'interne aussi. Donc, ça pour dire que je ne veux pas alarmer tout le monde, là, mais en fait, la réalité, c'est que où il y a de l'argent, il y a de l'hommerie parfois, puis c'est intéressant d'avoir juste de la famerie peut-être, là, mais en fait, c'est important là, de sensibiliser les gens à ces risques-là. Puis je pense que là, j'interpellerai moi aussi la ministre ou les parlementaires pour dire qu'il faut en faire justement une discussion collective avant qu'il y ait des drames importants parce que là, il va y avoir pas mal plus d'argent dans les fonds de prévoyance qu'il n'y en a jamais eu. C'est bien beau d'en mettre plus, mais il faut après ça le dépenser sur les bonnes choses, qui est le bâtiment. Oui. Je reprends maintenant l'autre point sur les appels téléphoniques pour faire un autre petit pouce là-dessus. Les appels téléphoniques qu'on peut recevoir les gestionnaires. Bien, justement, nous, des fois, comme gestionnaire, il faut se concentrer sur le bâtiment. Et ça implique qu'il faut prioriser des choses. Puis des fois, à un moment donné, il faut dire, là, il y en a eu énormément de services clients. Je comprends que tout le monde a des questions et tout ça. Les associations de copropriétaires sont là aussi pour ça. Ça nous fait plaisir de répondre à nos clients, mais à un moment donné, des fois, il faut faire avancer les dossiers sur le bâtiment parce qu'il y a beaucoup à faire, puis c'est important. C'est ça l'élément premier de notre raison d'être comme gestionnaire de copropriété aussi. Donc, des fois, malheureusement, il faut prioriser puis dire, ben là, on va couper sur quelques endroits. Donc, on n'essaie pas trop de faire ça. On veut répondre aux gens, mais c'est sûr que des fois, là, répondre dans l'instantané, c'est malheureusement pas possible. Là, il faut accepter qu'il peut y avoir certains délais parce que d'autres choses vont avoir été plus priorisées là, ou plus urgents, en fait, pour nous à l'égard de notre charge globale. Voilà, j'ai 3 petits points. Moi, je peux faire du pouce, même si j'anime, mais je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est qu'actuellement, notre travail pour avoir la soumission qu'on voulait avoir il y a 4 ans ou 5 ans va prendre 2 fois, sinon pas 3 fois plus de temps à nos équipes de gestion pour en arriver avec moins d'offres de soumission qu'on peut présenter à nos conseils d'administration. Là, nos conseils d'administration prennent un certain temps. Là, le fournisseur n'est plus disponible. Il dit, je suis prête à te le faire, mais ça va plus loin. Donc, tout ça exige exactement ce que tu viens de dire, Élise, beaucoup plus de temps
dans le closing de nos activités quotidiennes de gestionnaire. Et les gens, là, je vais dire un mot, là, mais j'espère que mes gestionnaires écoutent et ils vont être contents. On reçoit beaucoup trop de courriels. Ça demande l'équipe de gestion doit être vraiment dédiée à répondre à beaucoup plus de communication qu'il y a 4 ou 5 ans parce que tout le monde a encore plus de moyens. La pandémie a fait qu'on était plus actifs et tout. Donc, tout ça fait que le gestionnaire est très, très occupé. Puis, tu sais, ça demande, ça gruge beaucoup du temps. Et des fois, on voudrait se concentrer, comme tu l'as dit, il faut mettre des périodes où on alloue du temps à nos équipes de gestion à être plus concentrées sur des dossiers, puis exactement sortir les bonnes soumissions pour faire l'investissement d'argent qui va provenir du fonds de prévoyance, comme tu l'as dit, Lise, pour que les choses soient le mieux faites possible. Mme Couture, si vous me permettez, parce qu'il nous reste après 4 minutes à l'émission. En fait, moi, j'avais un souhait à faire, c'est qu'on devrait rééditer l'émission de ce soir parce qu'on a parlé globalement de la professionnalisation des gestionnaires et pourquoi c'est nécessaire. On a parlé de protection du public, on a parlé d'avenir pour les jeunes à l'égard de ce métier-là. Mais ce qu'on réalise souvent, c'est que les gens n'ont aucune idée de ce que ça fait un gestionnaire. Là, ça se lève le matin, ça se brosse les dents, ça part au bureau et ça commence une journée. Je pense que ça serait peut-être intéressant de voir effectivement dans une société organisée de gestion, c'est quoi les tâches qui sont confiées, comment les choses se font. Des fois, on a des expositions, on va aller voir ce qui se passe chez les pompiers, comment ça fonctionne un pompier, de la caserne jusqu'à l'incendie. Si on veut faire en sorte que les jeunes s'intéressent au métier, puis là, ce soir, Hélène Gelker, qui est ma fille, qui enseigne au Cégep Saint-Laurent, elle a des étudiants là, qui s'intéressent à la gestion. Bien, ils nous écoutent là, présentement, ces étudiants-là. Je pense que ce serait intéressant de leur expliquer, comme on peut l'expliquer pour ce que c'est un avocat. Tu sais, on est jeunes, on est ici en droit, on nous présente bien des choses. Les bureaux d'avocats nous sollicitent là, pour faire des stages, des courses aux stages. Il y a quand même un profil destiné à l'activité d'avocat. En a-t-il un pour les gestionnaires? Peut-être. S'il y en a un, il n'est pas connu. Alors, je pense que ce serait intéressant là, dans une émission future d'avoir des gestionnaires qui viendraient parler de leur activité, leur rétroaction avec les conseils d'administration, avec les courrières, peut-être même de parler de toutes sortes de modules informatiques où aujourd'hui les gestionnaires ont accès, certains en ont, certains n'en ont pas. Ce serait peut-être intéressant de peut-être rééditer. Là, je vois que Mme Beauchesne lève la main. Je ne sais pas si je lui ai donné le goût. Oui. Ça va me prendre 2-3 minutes parce qu'on va le voir clair, mais peut-être, Mme Beauchesne, que pensez-vous de cette idée de rééditer une émission là, pour l'automne, parce qu'on va parler de la grille d'automne? Ah oui, absolument. On peut en parler quand vous voulez. En fait, le petit mot que je voulais ajouter, là, c'est que, tu sais, puis ça vient un petit peu avec l'idée de ce soir, là, il y a des gens qui reconnaissent ce qu'on fait, puis il n'y a rien. Moi, quand un de mes gestionnaires là, reçoit des remerciements, puis des félicitations sur un travail qu'il a fait, des travaux, une assemblée, etc., vous n'avez aucune idée comment ils sont fiers, les gestionnaires. Et il y a des gens qui persistent dans cette industrie-là. Dans le sondage qu'on avait fait, là, il y avait 57% des répondants qui avaient plus que 8 ans d'expérience en gestion de copropriété, spécifiquement en gestion de copropriété. Donc, il y a des gens qui persistent dans ce métier-là et qui sont passionnés, qui peuvent en attirer d'autres. Donc, je pense que c'est important là, que le gouvernement, en fait, viennent nous permettre d'avoir aussi une vraie reconnaissance qui vient avec la charge professionnelle qu'on assume parce qu'elle est importante pour le futur du patrimoine immobilier du Québec là, et qui nous permettent d'en attirer d'autres aussi avant que la flamme et la passion des gens qui font ce métier-là s'éteignent aussi. Hein. C'est, je pense, là, un bon timing en fait pour le gouvernement de venir se pencher sur la question. Notamment, ils nous ont ouvert une porte en disant qu'ils viendraient regarder ça de nouveau. Là. Donc voilà, n'attendons pas que la passion des gens qui y sont s'éteigne. Il faut absolument que, tu as raison, Élise, il faut absolument que quelque chose bouge. Guillaume, tu avais levé ta petite main? Oui, bien, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, mais en conclusion, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'abonde dans le même sens d'Élise. On a beaucoup parlé. C'est un métier difficile et donc les gens, ils vont dire quand ils ne sont pas contents, mais il faut qu'ils disent quand ils sont contents parce que nos employés sont fiers de ça, c'est vrai. Et l'autre chose que je veux dire là, en conclusion, là, on a parlé des coûts, puis combien ça coûterait si on faisait faire
si on faisait la professionnalisation, moi, ce que je veux dire, c'est quel est le coût de ne pas faire affaire avec un gestionnaire professionnel? Il est beaucoup plus grand que tous les honoraires que vous pouvez payer. Oui, tout à fait. Très bon point, Guillaume. Madame Couture, si vous me permettez, Valérie, juste parce qu'on va devoir clore, il y a déjà 20 heures, mais j'aimerais quand même annoncer un peu ce qui s'en vient cet automne. Dans un premier temps, Condo Légal va prendre des vacances, notamment Magelcare, qui va prendre en moyenne 15 questions par jour de nos membres qui sont très actifs. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe sur les plages avec les ballons, les petits-enfants, etc. Maintenant, c'est notre dernière émission de Web Radio avant la reprise pour l'automne. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer cet automne? Beaucoup, beaucoup de choses. Dans un premier temps, on a un débat qu'on va organiser au DRGCQ. Laurent Emery, qui est le directeur général, essaie d'animer ça pour qu'on ait justement, comme on l'a fait aux dernières élections, avoir des partis politiques qui viennent parler de copropriété. Ça a quand même été porteur l'activité que M. Emery a lancée. Donc, c'est sur la table. Donc, on va vous tenir au courant lorsque ce débat-là va venir par notre remise, évidemment, du RGCQ de Condo Légal. Et on relèguera, on vous demandera, Mme Beauchesne, le soutien pour qu'on diffuse le plus possible l'information de ce débat-là. On va parler aussi de travaux en copropriété. C'est un sujet qui, malheureusement, n'est pas souvent assez traité. Alors, on souhaite faire une émission sur les travaux, comment se donnent des contrats, comment ça fonctionne, contrat forfait, contrat à coût majoré, et ainsi de suite. D'ailleurs, récemment, on a fait une fiche pratique sur le site Condo Légal où on parle de cette question-là. On va vouloir revenir sur un sujet qui a animé beaucoup les passions. Comme disait David Ménassé, qui est gestionnaire, David disait un jour, ce qui a fédéré les copropriétaires, mais pas pour les bonnes raisons, et les syndicats, c'est 1074.2. Ça les a fédérés parce que tout le monde est en beau maudit de cette disposition législative. On a le ministre Gérard qui, en commission parlementaire, est venu dire on est conscient, l'article ne fonctionne pas, il va falloir revenir là-dessus. Bon, alors écoutez, là, c'est certains qui ne reviendront pas, ils sont en élection. Bon, on va devoir relancer le débat sur la question. Ça doit être un sujet où on va devoir essayer d'interpeller, de revoir un peu la position des assureurs là-dessus. On a actuellement un règlement qui traîne à Québec, c'est le règlement sur le projet de loi 16 qui retarde la mise en vigueur, notamment les dispositions sur le cas d'entretien, des études de fonds de provenance, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec nos bons fonctionnaires à Québec? Pourquoi ça ne sort pas? C'est bien beau de dire on passe une mesure législative, il va y avoir déjà 2 ans, 3 ans, mais il y a un règlement qui traîne, on va vouloir revenir, possiblement que ce règlement-là va sortir pour l'automne. Et dernière émission, un sujet qui est peut-être un peu plus académique. Je suis en train de compléter la révision du dictionnaire sur le côté. On a eu 850 définitions en matière de copropriété. Le langage, c'est l'ancienne maquette, mais on a une nouvelle maquette avec 850 définitions qui s'en viennent. On va peut-être parler de termes, la terminologie en copropriété. C'est peut-être un peu moins sexy que de parler de gestionnaire, mais je pense que lorsqu'on parle la même langue, c'est important de pouvoir comprendre les termes. Donc, on va essayer de traiter ce sujet. Donc, il y a beaucoup d'émissions très, très, très ciblantes qui s'en viennent. Et la dernière chose, pendant que Magelcare va être en vacances, on va avoir une toute nouvelle mouture du site Condo Légal qui va arriver pour l'automne, donc qui va être un grand changement. Donc, ça s'en vient. Donc, beaucoup d'activités qui nous attendent. Donc, dans ce sens-là, il ne fallait pas fermer la caméra parce qu'ils sont adorables, les enfants. Bonjour aux enfants. Non, ils sont là, puis leur maman travaille assez fort, donc c'est normal, les enfants sont des beaux enfants, il ne faut pas les cacher, au contraire. Donc, et je voulais également saluer Valérie Couture, qui a repris la main suite au décès de François Cellier. On a perdu, ça va faire bientôt 1 an que notre ami François est décédé, celui qui animait la web radio et pour qui je donne une pensée quotidienne pour lui, qui était dans le fond un grand instigateur de cette web radio en pleine pandémie. Alors, j'ai une pensée ce soir encore pour François. Donc, merci Valérie d'avoir repris la main sur la web radio de Condo Légal qui, je pense, est toujours des plus pertinentes. Et bonsoir aux filles d'Élise aussi, qui doivent souvent souffrir l'absence de leur maman
Durand. Allez, c'est ça, un gros bonjour. Et merci aussi à Gabriel Sokovici, qui est un étudiant en droit qui est derrière moi depuis des mois à me soutenir sur l'animation de la web radio, également sur le site du Condo Légal. Donc, merci à tout le monde dans cette dernière émission avant les grandes vacances estivales. Donc, merci à vous, Maître Jolicoeur, de toutes les implications depuis le tout début de la copropriété. Et Condo Légal reste une place pour nos auditeurs, une place privilégiée pour aller chercher l'information qui est constamment mise à jour. Et moi aussi, j'ai pensé à François Sellier ce soir parce que ça va faire bientôt 1 an, le 3 juillet. Et j'ai jamais pensé que je fais aussi une bonne job que lui. Il était beaucoup meilleur que moi. Et ça a été un grand plaisir pour moi de penser à François et en poursuivant sa mission. Fait que je suis très fière de ça. Je voulais juste dire merci à mes collaborateurs et mes amis et mes collègues de l'association. Il y en a d'autres qui auraient voulu être là. Marie-Claire de MC aurait voulu être présente avec nous ce soir. Marie-Claire, ce n'est que partie remise parce que Maître Jolicoeur l'a bien dit, on va sûrement en refaire une autre. Merci Guillaume Bernier d'Elix. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Élise, comme d'habitude, on est toujours de connivence. Merci à toi. Merci à les belles petites filles qui sont là. Maître Jolicoeur, bonnes vacances, bon été. Merci à tous. Merci à nos auditeurs et bonne fin de soirée. Bon été. Merci pour l'invitation.